Avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour le son qui sera pas toujours excellent. Et aussi pour vous dire que c'est une vidéo qui ressemble plus à un podcast. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder la vidéo pour tout comprendre. Vous pouvez mettre ça en voiture, pendant que vous conduisez, pendant que vous faites à manger par exemple. Bref, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage, ou bonne écoute du coup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du déballage. Dans ce tout nouveau concept, je suis accompagné de Arnaud, un professionnel plutôt expérimenté dans l'univers de l'emballage en fait. Donc bonjour Arnaud, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, quel est ton métier et quelle est ton expérience dans en fait l'univers de l'emballage. Salut Nico, alors je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Donc voilà, moi je m'appelle Arnaud, je suis consultant indépendant en emballage et je fais du conseil, de la formation, de l'accompagnement auprès des PME surtout dans le cadre de leur développement emballage. Okay. Alors moi j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans pour une entreprise, pour un gros groupe industriel qui fabrique entre autres des emballages. C'est un groupe industriel qui est très très investi justement dans ce que je vais appeler le juste emballage. J'ai eu l'occasion de développer pas mal de produits qui sont sur le marché aujourd'hui et qui sont ce qu'on peut appeler des produits, des matériaux dits vertueux. Donc voilà, fort de cette expérience que j'ai décidé de travailler pour moi et de pouvoir travailler également sur d'autres matériaux et surtout, et ça c'est super important, d'être justement indépendant et de plus passer pour quelqu'un qui est partisan finalement. D'accord, ok, merci à toi. Dans cette vidéo, on va aborder le thème des bouteilles en plastique, comme je l'ai fait dans ma toute première vidéo, donc tout ce qui est bouteilles en PET, mais on va se concentrer essentiellement sur les bouteilles d'eau, étant donné que c'est celles qu'on consomme le plus et qui sont le plus vendues aujourd'hui. Donc on va quand même pas mal se poser de questions autour du cycle de vie des bouteilles d'eau. On va commencer par se poser des questions au niveau des ressources qui sont nécessaires à la production de ce genre de bouteilles, et on va aller jusqu'au recyclage de ces bouteilles, après tout ce qui est utilisation, fabrication et tout ça. Donc on va commencer avec les ressources et déjà la première question qu'on peut se poser, Arnaud, c'est pourquoi on met de l'eau en bouteille? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ça, c'est sûr qu'on peut se poser la question, d'autant que 95% des Français ont accès à l'eau potable et qu'aujourd'hui, 34% des Français possèdent une gourde. Alors, il est clair qu'on peut réduire la consommation ou l'utilisation des bouteilles d'eau. Après, il y a quand même un certain nombre de situations dans lesquelles c'est compliqué de les remplacer. C'est vrai que quand il y a, par exemple, une catastrophe naturelle, la première des choses qu'on envoie, c'est des palettes de bouteilles d'eau. Pour le coup, on comprend tout de suite quel est l'intérêt de la bouteille d'eau. Et puis, tu as toutes les régions aussi dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a des pays notamment qui sont très prisés par les touristes. Est-ce que demain, tout le monde est prêt à boire l'eau locale sans la bouteille d'eau? Est-ce que tu penses qu'il est possible de fabriquer des bouteilles à partir de ressources durables et renouvelables? On peut faire des matériaux, effectivement, à partir d'autres choses que des matériaux d'origine pétrochimique. La question qui se pose par rapport aux matériaux d'origine biosourcée, c'est est-ce qu'on utilise un déchet, par exemple un déchet vert, auquel cas c'est très bien, ou est-ce qu'on va utiliser une ressource vivrière, auquel cas ça ouvre débat et tout de suite derrière ça peut ouvrir polémique. S'il est possible de fabriquer ce genre d'emballage ce genre de bouteilles d'eau avec des ressources un peu durables et renouvelables, est-ce qu'on peut espérer fabriquer des bouteilles avec un plastique qui serait biodégradable? Techniquement, encore une fois, je pense que c'est possible et que ça existe. Mais alors, on va peut-être pas utiliser la notion de biodégradable, mais on va utiliser plutôt la notion de compostage industriel. D'accord. Peut-être fait juste une différence entre le biodégradable et le compostable industriel pour que ce soit peut-être un peu plus compréhensible. Alors, le biodégradable home compost, c'est un matériau qu'on va pouvoir mettre dans son compost à la maison. Alors là, forcément, je parle pour des gens qui ont un jardin et un compost dans le fond. Et il y a un autre sujet, c'est le compostage industriel. Ouais. C'est effectivement un emballage qui ne serait pas compostable dans un compost maison, parce que la compostabilité ou la biodégradabilité, elle répond à une norme. Et la norme dit, pour faire simple, que en moins de 6 mois, 90%, là en l'occurrence on parle de l'emballage, mais de l'emballage doit être transformé en biomasse. Il y a des matériaux
qui sont compostables, mais de façon industrielle. Voilà, en fait, le compost industriel, en fait, c'est une méthode qui va permettre, en fait, de dégrader les emballages plus rapidement en appliquant une sorte de mettre un climat, en fait, géré artificiellement, donc avec de l'humidité, avec une température plus haute, en incorporant des bactéries qui vont, entre guillemets, manger tout ce qui est dans le compost, et qui va permettre, en fait, de fabriquer quelque chose qui va ensuite nous permettre de nourrir la terre. Le compost industriel, c'est quelque chose qui existe en France. Le problème pour les emballages, c'est qu'il n'y a pas de filière existante de la maison jusque dans ces centres-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de collecte. Après, techniquement, ça marche. Je te propose que maintenant on passe à la mise en marché. Concernant la mise en marché, j'aimerais bien que tu m'expliques ce terme pour qu'il soit plus compréhensible pour les gens qui regardent cette vidéo en fait. Donc, ce que l'on appelle les metteurs en marché, ce sont les marques qui mettent sur le marché leurs produits. Nous, on parle d'emballage, donc ce sont les marques qui vont mettre sur le marché des emballages. Je reprends ma bouteille d'eau parce qu'on parle de ça. Là, j'ai retiré l'étiquette et il y a le nom du produit dessus. Alors, moi, on peut en citer, c'est pas grave. Les Danone et les Nestlé, parce qu'on parle de la bouteille d'eau, ce sont les metteurs en marché. Les metteurs en marché, quand ils mettent un emballage sur le marché, ils vont payer une éco-contribution à un organisme. Alors des organismes aujourd'hui en France, il en existe, alors concernant les emballages, il en existe au moins 2, Citeo qui est super connu, et puis un deuxième qui revient sur le marché qui s'appelle l'Eco. D'ailleurs, juste je fais une petite aparté, Citeo qui est l'ancien éco-emballage. Donc si vous connaissez éco-emballage et que vous ne connaissez pas Citeo, c'est qu'en fait c'est juste l'évolution de éco-emballage. Donc le metteur en marché va payer une éco-contribution à l'organisme, et l'organisme après va redistribuer cet argent et l'objectif c'est d'améliorer la collecte et derrière forcément d'améliorer le tri. Ok, mais du coup en fait comment ces entreprises, donc ces metteurs en marché comme Nestlé, Danone, tout ça, ils utilisent du PET recyclé pour refaire des bouteilles parce que j'imagine que majoritairement c'est ce que les consommateurs attendent d'eux au final, qu'ils utilisent maximum de PET recyclé dans le cas où c'est possible. Bon, pour revenir sur le consommateur, très honnêtement, il est dans l'attente de matériaux plus vertueux, plus responsables, etc. Enfin, très franchement, il est un petit peu paumé dans tout ce qui est emballage. Une des choses qui est super importante pour le consommateur, c'est de savoir d'une façon ou d'une autre, on va en parler, de savoir d'une façon ou d'une autre que l'emballage qu'il a dans la main contient du produit recyclé et même des fois que le produit soit recyclable. Pareil, entre recyclé et recyclable, il y a encore un débat. Moi, je vais te prendre un exemple français. Ça, par exemple, les deux sont en polypropylène. En France, on a une filière de recyclage du polypropylène qui fonctionne très bien. Mais aussi en France, en même temps, on a ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire que jusqu'à 2023, par territoire, l'ensemble des Français met ou pas l'ensemble de ces emballages dans sa poubelle jaune. Donc là, on est à un peu plus de 50%. 2023, on sera à 100%. Donc cet emballage-là, il est recyclable, mais il n'est pas forcément recyclé. Parce que sur les 47% du territoire français où les Français n'ont pas encore l'autorisation ou la consigne de les mettre dans leur poubelle jaune, ils sont forcément pas recyclés. C'est un peu la différence entre ça, qui est un emballage recyclable, et la bouteille d'eau, par exemple. Sur toute la France, on la met dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est recyclé, ça, c'est recyclable. Comment du coup ces entreprises, tous ces metteurs en marché peuvent du coup communiquer pour pouvoir informer le consommateur déjà que leur emballage est recyclable et aussi qu'ils utilisent des matériaux recyclés pour fabriquer leur emballage? Je reprends toujours ma bouteille d'eau parce que c'est le truc très commun. En fait, ça va être plus simple. Sur l'étiquette, ils vont l'écrire X% de matière recyclée. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils vont communiquer de plus en plus là-dessus. Il va y avoir donc des obligations d'incorporation de matière recyclée dans les bouteilles. Alors, en 2025, ce sera de toute façon, 25% de matière recyclée à l'intérieur des bouteilles d'eau. Et d'ici 2030, c'est 30% de matière recyclée. Je te propose qu'on passe à la partie production maintenant, qu'on parle un peu plus en termes de fabrication de bouteilles en plastique. Alors, j'ai déjà expliqué dans ma première vidéo sur les bouteilles en plastique donc comment ça fonctionnait, l'injection soufflage, tout ça. Donc je pense qu'on va pas revenir en détail dessus, mais déjà comment ça fonctionne la production d'une bouteille d'eau, donc de la production de la bouteille jusqu'au remplissage et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce fonctionnement ?
Alors en fait, les bouteilles d'eau, elles sont produites dans deux usines différentes. Il y en a une, comme tu l'avais expliqué sur une de tes vidéos, qui va faire ce qu'on appelle les préformes. Donc ça ressemble un peu à un tube à essai, ça fait une dizaine de centimètres de haut. Donc en fait, on va utiliser des granules, hein, donc ça c'est du plastique. Donc on va utiliser des granules. C'est de l'injection plastique. Donc ça c'est une des méthodes pour fabriquer des choses en plastique. On va faire des préformes. Ces préformes seront envoyées, donc ça c'est fait dans une usine, et ces préformes sont envoyées ensuite en camion dans l'usine qui fait le remplissage des bouteilles d'eau. Donc la préforme elle va arriver dans un moule, ça s'appelle de l'extrusion soufflage. Ça va fabriquer une bouteille. Le moule s'ouvre, la bouteille elle continue dans le process, elle sera remplie, elle sera ensuite bouchée, et puis voilà, ça part comme ça. Ce qui est intéressant surtout de comprendre, si je la compare par exemple à une bouteille en verre, on veut faire la même chose avec une bouteille en verre. La bouteille en verre, elle est fabriquée dans une usine, elle va être transportée sous format bouteille en verre dans le camion jusqu'à l'usine de remplissage. Ouais, oui, évidemment. On voit clairement que pour le coup, le plastique est beaucoup plus intéressant. Ouais, bien sûr. Oui, étant donné qu'en fait les bouteilles en verre sont fabriquées un peu de la même manière, donc c'est du soufflage en fait, mais sauf qu'en fait ça demande énormément d'énergie parce que le verre fond à une très haute température. C'est le fabricant de la bouteille qui est obligé de fabriquer la bouteille et de la et ensuite de l'envoyer jusque là où elle sera remplie. Donc le plastique, c'est pas si dégueu que ça. C'est bien parce que c'est léger, tout ça, mais bon, ça a des contreparties évidemment. Je te propose qu'on passe maintenant à la partie tri, qu'on puisse en fait développer un peu plus cette partie-là qui concerne en fait tout le monde et qui est super importante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que dans le tri, on a un problème, mais c'est un problème qui est énorme, c'est qu'on peut pas trier en dehors de chez soi. Toi, à ton avis, donc on va en parler tous les deux parce que moi aussi j'ai mes petites idées tout ça, mais comment tu penses qu'on peut mettre en place un système pour trier quand on n'est pas chez soi? Est-ce que c'est un système qui doit être mis en place par soi-même, une sorte de stratégie qu'on doit mettre soi-même en place pour pouvoir trier tout ça, ou est-ce que c'est l'État justement ou les entreprises qui doivent mettre en place des choses pour que le tri soit fait quoi, quand on est au bureau, quand on est à l'école, à la fac, ce genre de choses quoi, ou dans la rue même, dans les magasins, dans la rue, dans les centres commerciaux. Enfin voilà, vraiment quand on n'est vraiment pas chez soi quoi. Alors déjà quand tu demandes aux Français dans un sondage qui a été effectué à la demande de Citeo qui doit intervenir en premier concernant le tri, c'est clair, 61%. C'est l'État. Je reviens sur les bouteilles d'eau. Concernant tout ce qui est consommé à domicile, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Il y a la poubelle jaune ou le sac jaune. Le problème de la collecte, après, il est hors domicile. On appelle dans les ERP, c'est-à-dire c'est tous les endroits qui peuvent accueillir du public. Citeo a fait ce qu'on appelle un appel à manifestation et va mettre 10 millions d'euros sur la table pour améliorer justement la collecte et le tri des emballages concernant la consommation nomade. Il y a également une loi depuis le 1er janvier de cette année qui interdit la mise à disposition des bouteilles à titre gratuit. Après, au niveau de la collecte des bouteilles d'eau, alors je vais repartir, et ce que je vais dire n'engage que moi, mais après tout, comme j'ai décidé de devenir indépendant, j'ai au moins le droit de dire ce que je pense. Ouais. Je m'appuie sur un système qui est en train de se mettre en place. En fait, ce sont des machines qui sont mises dans les galeries commerciales, à l'entrée des magasins, dans les grandes surfaces. Le consommateur ramène sa bouteille d'eau et en fonction qu'elle soit transparente comme celle-là ou colorée, en fait, la bouteille, elle les identifie, ça part dans deux directions différentes, ça les broie sur place. Ça, c'est plutôt pour la bouteille de la maison, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne la met plus forcément dans sa poubelle jaune, mais on va l'emmener comme ça. Moi, j'imagine bien ce genre d'appareil, par exemple, dans les gares, dans les aéroports. Je vais prendre l'exemple des gares. Tu as deux poubelles. Tu en as une avec une espèce d'opercule jaune dessus où tu as des petits dessins qui expliquent ce que tu dois mettre à l'intérieur. Et puis, tu as l'autre à côté où il n'y en a pas, justement. Et donc, tu dois comprendre que tout ce qui n'est pas sur les dessins, il faut le mettre dans l'autre. Alors, j'ai fait l'exercice il y a quelques temps dans une gare. En fait, tu as 3 dessins où tu as la bouteille, la canette et puis quelque chose qui ressemble à un journal. Et puis, tu comprends normalement que tout ce qui n'est pas ça, tu le mets dans l'autre. Alors moi, j'ai fait l'expérience avec un sac en papier. Et en fait, le sac en papier, il n'est pas dessiné sur la poubelle. Et en fait, en échangeant sur les réseaux, justement, sur ce sujet-là, j'ai quelqu'un qui m'a fait une remarque en me disant, oui, mais il dit, en fait, l'opercule jaune, quand vous regardez bien, il y a plutôt une espèce de rond central. L'intérêt, c'est de capter les bouteilles, les canettes. Et en fait, ça limite le nombre de choses mises à l'intérieur parce que sur le territoire en question, au niveau du tri, ils sont juste équipés pour ça. En fonction de l'endroit où tu te trouves,
tu as des poubelles différentes avec des logigrammes différents. Bon, bref, on n'y comprend rien du tout. D'autant que la bouteille d'eau, quand même, dans les emballages ménagers plastiques en France, ça représente un tiers du poids total, tu vois. Et on est sur un matériau simple, avec une filière qui fonctionne, etc. Ouais. De toute façon, il y a des objectifs qui sont fixés. Donc, de mémoire, c'est au niveau européen. 77% de collecte de bouteilles en PET, comme ça, de ces bouteilles transparentes d'ici 2025. Et c'est 90%, alors je ne sais plus quand c'est exactement, mais si c'est 2029 ou 2030, mais grosso modo, c'est là-dedans. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on dit il faut accélérer, il faut vraiment accélérer. Ça peut paraître loin 2025, 2027, 2029. Enfin, par expérience, pour le coup, c'est demain. Ça m'étonne pas d'entendre parler de 2027-2030, étant donné qu'il y a déjà un an, on parlait de 2025. Parce qu'aussi, c'est notre métier et qu'on est toujours porté vers l'avenir, vers le fait de se dire il faut trouver des solutions d'ici les 5 ans qui arrivent. Mais pour les gens qui s'y connaissent pas, et c'est à ces gens-là qu'on s'adresse aujourd'hui, il faut qu'ils en prennent conscience qu'aujourd'hui, on réfléchit en termes de 5-10 ans. Et ça peut paraître loin, mais c'est demain, quoi. On va parler maintenant un peu plus de recyclage, donc comme je vous le disais juste avant. Est-ce que aujourd'hui, tu as des chiffres sur le recyclage des bouteilles en France? Alors, les chiffres, selon les gens avec lesquels je discute, apparemment, ils seraient faciles à trouver. Et puis, en fait, quand tu vas d'un site à l'autre, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est clair. Ce qui est important, c'est pas forcément d'être au point près en termes de pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la masse finalement qui est réellement recyclée parce que collectée, et puis de s'apercevoir que finalement il y a quand même une masse importante qui ne l'est pas. Sur les bouteilles, ce que j'ai trouvé, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est environ 60% des bouteilles sont recyclées. Alors comment on fait pour améliorer le pourcentage, sachant que je disais tout à l'heure 77% objectif 2025, 90% pour 2029 ou 2030. En fait, il y a deux façons de faire. La première, c'est tu réduis la mise en marché des bouteilles là où la collecte est hyper compliquée. Et ça, en France, il y a un bout qui est fait, puisque interdiction de donner des bouteilles, de mettre en service des bouteilles gratuites. Et puis la deuxième chose, c'est d'améliorer la collecte. Donc voilà, nous en France, sur les bouteilles, d'après le dernier chiffre que j'ai pu trouver, c'est on est à 60%. Ok, du coup, moi je vais parler d'une autre question maintenant, mais en fait on l'a un peu évoqué avant et je pense que du coup la réponse va être plutôt courte. Mais à ton avis, est-ce qu'il y a des manières, des avancées technologiques, des manières pour recycler d'une meilleure façon, avec plus de rendement? Sur la bouteille d'eau, très honnêtement, je sais pas, mais j'ai pas le sentiment que sur la bouteille d'eau ce soit vraiment un gros problème. En fait, le recyclage, c'est un process industriel. Ce qui m'étonne sur la bouteille d'eau, c'est le taux de rebut. Donc les chiffres que j'ai encore là-dessus, dans les usines qui vont traiter la matière de la bouteille d'eau post-consommation, ils ne font que ça. Il n'y a que ça qui rentre à l'intérieur. Ils ont un taux de rebut de 20%. Alors le taux de rebut de 20%, il s'explique par le bouchon, par exemple, parce que le bouchon, c'est pas la même matière que la bouteille. Il s'explique par l'étiquette qui est autour. Et puis après, j'imagine qu'il y a toute une part d'impureté des bouteilles, etc. En tant que consommateur, on la met dans une poubelle, on considère ça comme un déchet, mais ça vaut de l'argent. Comme tu l'as dit, c'est un process industriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un process industriel, c'est quelque chose qui peut être mis en place pour fabriquer votre shampoing, pour fabriquer vos céréales que vous mangez le matin. Donc au final, si la bouteille d'eau a un process industriel en fin de vie, c'est que c'est pas sa fin de vie, justement. C'est qu'elle a une autre utilité. Comme tu dis, ça a de la valeur. C'est un produit. La matière recyclée, après recyclage, elle coûte plus cher que la matière noble, en fait. Ça a vraiment un coût. Exactement. Et ça a une valeur qui est relativement importante. Et oui, parce que le process de recyclage, il a quand même un coût. Donc forcément, il est répercuté sur cette matière qui est recyclée. Et derrière, si tu rajoutes de la matière neuve, forcément, c'est plus cher. Les bouteilles, en fait, quand elles arrivent, elles sont dans des balles. On ouvre les balles. Les bouteilles, elles vont être broyées. Le bouchon et la bouteille, c'est pas le même matériau. Ils n'ont pas la même densité. La bouteille, c'est plus lourd. Le matériau est plus lourd que le bouchon. Donc ça coule et ça remonte. En fait, on fait un tri par... flottaison, ouais. Ça va ressembler à ça. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout. Ça, c'est pas le broyé de la bouteille, une autre matière, mais j'en avais pas. Grosso modo, c'est des paillettes. C'est lavé, ça rentre dans le process. Et puis, ça va ressortir comme ça. Hop. Ouais. Là, c'est des granules. Et donc, avec la matière qui ressort, ça peut retourner dans un cycle.
de production de bouteilles d'eau. D'accord, ok. La matière colorée aujourd'hui, c'est quand même un gros problème. Les bouteilles d'eau qui sont colorées avec des pigments à l'intérieur. Donc par exemple, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur l'appli Guide du Tri où je parlais vite fait de la bouteille Rosana qui est bleue et qui du coup a des problèmes de recyclage étant donné qu'elle a des pigments. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail de ça? Mais en fait, il y a des débouchés. La majorité des bouteilles d'eau sont plutôt transparentes, mais il y en a qui sont colorées. Les bouteilles vont être triées par couleur. Le recycleur de bouteilles d'eau transparente, il va recycler que les bouteilles d'eau transparentes. Les bouteilles d'eau colorées, en fait, si on peut considérer que c'est un problème, il y a de la réutilisation qui est possible et ça fonctionne. En fait, je connais 2 applications. Il y en a une, c'est pour faire ce que l'on appelle des feuillards en plastique, espèce de petites bandes qui ne sont pas très très larges, qui peuvent entourer des colis. On a toujours du mal à les défaire. Tu parles de cerclage, par exemple pour les palettes et tout ça, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et il y a une deuxième application donc, qui est faite par une entreprise qui se trouve en Alsace d'ailleurs. D'accord, ok. Et qui fait un espèce de tissage avec qui va servir pour l'isolation. Et donc, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Il y a des débouchés. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de recyclage, on parle pas essentiellement de recyclage pour refaire forcément de nouvelles bouteilles. Parce qu'en fait, un truc tout simple, tu vois, aujourd'hui j'ai mis ce t-shirt. Ce t-shirt, c'est un t-shirt Patagonia qui est fait à partir de bouteilles recyclées. Donc au final, on peut en faire tellement de choses. Mais il y a même des stylos qui sont faits à partir de plastique, de bouteilles recyclées. Donc c'est trop bien en fait. J'espère que ce sont bien des bouteilles colorées. Parce que honnêtement, avec des bouteilles transparentes, refaire des fringues ou des chaussures, moi je trouve ça un petit peu aberrant, quoi. Bah c'est pas aberrant, mais c'est dommage, quoi. On peut refaire des bouteilles d'eau, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, on est dans une économie circulaire, mais vraiment en boucle fermée. Alors que quand tu prends ta bouteille colorée et que tu en refais du feuillard ou que tu refais l'isolant pour le toit ou que tu refais des t-shirts, tu sors en fait. Alors c'est des boucles ouvertes. Ce que je signale juste, c'est que tant que tu es en boucle fermée, tu maîtrises ton sujet. Dès que tu es en boucle ouverte, il y a un moment où ça devient très compliqué de maîtriser ton sujet. Vu qu'on a parlé de matière colorée, ça va nous faire une transition du coup qui va être toute trouvée. Mais du coup, cette matière colorée, on va le répéter, mais en fait, ce qu'on en fait, c'est on va trouver une autre utilité, ou alors on en fait quoi en fait? On la jette? Parce que si on n'en fait pas des t-shirts, des isolants pour le toit, qu'est-ce qu'on en fait? Pour revenir sur la bouteille d'eau, je pense qu'on n'en fait pas grand-chose d'autre. Après, si vraiment dans le cycle de tri, il y a de la matière qui, pour le coup, est reconnue inapte à être réutilisée ou je ne sais quoi, et là, vraisemblablement, ce sera incinéré. Si c'est incinéré, c'est de la valorisation énergétique. C'est vrai. Il faut savoir que l'incinération aujourd'hui, ça fait partie donc de la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va brûler notre emballage pour en fait fabriquer des fumées qui vont entraîner des turbines pour fabriquer de l'énergie, tout simplement en fait. Alors ça rejette du CO2 dans l'atmosphère, évidemment, ça pollue, mais en attendant, au moins c'est valorisé au lieu de juste être brûlé ou enfoui sous terre dans un pays je ne sais où. Je veux pas casser le discours de la bouteille d'eau, mais regarde. Si demain je pars en voyage, je prends ma gourde. J'ai pas besoin de ma bouteille d'eau. Si par contre j'ai pas de gourde ou que je l'ai oublié ou j'en sais rien, je suis super content de trouver des bouteilles d'eau. En fait, quand tu pars en voyage, par exemple, dans des endroits où il n'y a pas d'eau potable au robinet, oui, avoir des bouteilles d'eau. Enfin, ça se voit souvent en Espagne. En Espagne, quand tu vas au restaurant, il n'y a que des bouteilles d'eau. Il n'y a pas de carafe comme nous on a, où on peut juste demander un pichet d'eau et ça va très bien. C'est intéressant que tu l'amènes de ce côté-là. Ça permet peut-être de prendre conscience aussi que en effet, l'eau, c'est un sujet qui est tellement important et tellement vital à l'être humain que tu es obligé d'avoir des solutions viables. Donc autant, au lieu d'aller chercher de nouvelles solutions pour boire de l'eau ou quoi, tant que toi tu peux aujourd'hui boire l'eau de ton robinet avec une gourde, oui, c'est logique qu'il faut le faire. Bon, enfin voilà, en tout cas, trop cool. Je pense qu'on peut clôturer toute cette partie, donc questions qu'on s'est posées. Merci à toi Arnaud d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super cool. J'espère qu'on va vite faire un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Il y a plein de sujets sur l'emballage. J'en ai plein en tête. Ouais, non, mais t'inquiète, on va développer ça. Juste encore, je te remercie beaucoup. Salut Arnaud. Ciao, à bientôt. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardé jusque-là. C'était peut-être un peu long, j'imagine, pour vous. Ça a été un peu compliqué pour moi à monter, étant donné qu'on a dit quand même pas mal de choses et qu'il a fallu choisir entre les choses qu'on a dit. On n'a pas pu
tout traité. On a essayé de parler d'un maximum de choses. Je pense quand même qu'on a traité une bonne grosse partie de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la bouteille en plastique et sur toutes les choses qu'on devrait mettre en place. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, mettez des likes, abonnez-vous, dites-le moi en commentaire, c'est super important. Et puis, ben moi je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, gros bisous, tout ça. Et puis voilà.